Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être encore là. Je sais qu'on est en après-midi. Vous avez appris plein de choses. Donc, merci d'être là. Merci pour l'organisation aussi. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais juste baisser ça un peu. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui s'intitule Regard croisé sur les souffrances liées aux transformations corporelles, matérielles et identitaires des hommes âgés atteints d'un cancer incurable. Donc, vous allez voir qu'on passe vraiment du groupe des jeunes au groupe des personnes plus âgées. Mais je vais essayer de faire quelque chose qui va être tout aussi intéressant qu'Émilie, même si ça va être très difficile. J'ai la chance de travailler avec une superbe équipe qui a contribué aux deux projets. Il y a plusieurs personnes de l'équipe qui sont ici dans la salle et je les remercie. Puis j'ai pas de conflit d'intérêt. Le projet de recherche a été subventionné par le CRSH, a reçu aussi une petite subvention de projet pilote du RQRV. Donc, au niveau des objectifs d'apprentissage, donc à la fin de cette présentation, ce que je souhaite, c'est que vous soyez en mesure de mieux comprendre quelles sont les souffrances, puis on va penser à souffrances ici plus psychiques, mais je vais vous l'expliquer un peu tout à l'heure, que peuvent vivre les hommes âgés qui sont atteints d'un cancer incurable, puis plus précisément avec l'expérience qu'ils ont de leur propre corps, avec l'expérience aussi qu'ils ont avec le monde matériel, et puis on va croiser ça avec des enjeux identitaires qui se relient à ces souffrances en lien avec ces deux expériences-là. Puis on va le voir vraiment en croisant deux recherches, donc une qui a été faite auprès d'intervenants de la santé qui travaillent avec des hommes âgés atteints d'un cancer incurable, qu'on va croiser avec la parole d'hommes âgés atteints d'un cancer incurable eux-mêmes. Donc vous allez voir qu'on va utiliser l'acronyme HACI pour parler de ces hommes-là, pour voir un peu c'est quoi les perceptions de ces deux groupes-là, qu'est-ce qui se croise, qu'est-ce qui se distingue dans les deux perceptions, pour vraiment mieux comprendre puis évidemment mieux soutenir ces hommes-là. C'était les compétences qu'amène. Bon, si je les passe rapidement. Alors, je vais commencer en vous présentant très rapidement un tout petit exemple de cas, simplement pour mettre la table, pour qu'on sache un peu de qui on parle. Donc, cet exemple de cas-là est évidemment fictif, mais vraiment très inspiré des témoignages de participants qu'on a eus, comme vous allez pouvoir le voir un peu plus tard. Donc, Maurice est un homme âgé de 80 ans qui est atteint d'un cancer et puis qui vient d'apprendre que son cancer est incurable. Il habite à domicile avec sa conjointe depuis des années, puis il souhaite rester à domicile le plus longtemps possible. Donc, il y a une équipe de soignants qui lui a été attribuée, puis il y a un ergothérapeute qui lui offre d'avoir accès à un lit d'hôpital pour qu'il puisse rester à domicile le plus longtemps possible, pour que ça facilite les choses, que ça soit moins dangereux pour lui, pour que ça soit aussi réconfortant pour sa conjointe qui serait moins inquiète, etc. Donc, dans sa tête, évidemment, pour soulager les souffrances de Maurice. Pourtant, quand elle lui offre le lit d'hôpital, elle essuie un refus net de la part de Maurice. Il veut rien savoir. Pour lui, c'est un lit dans lequel d'autres personnes sont décédées. C'est le lit de mort. C'est un signe, un symbole fort du fait que sa maladie est très grave, qui est probablement en fin de vie, que c'est incurable. Donc, pour lui, le symbole du lit est extrêmement fort, puis il refuse le lit. Donc, on voit ici un exemple de différence entre ce qu'on peut percevoir qui vise à soulager une souffrance, puis qui peut être vécu comme quelque chose qui accroît une souffrance. Puisque dans ce cas-là, pour Maurice, le fait qu'on lui offre le lit était en soi quelque chose de très difficile à vivre, qui provoquait une souffrance au niveau psychique, même si évidemment, c'était absolument pas l'intention de l'ergothérapeute. Donc, on va revenir à cet exemple-là, mais je voulais simplement que ça mette un peu la table pour voir pourquoi est-ce que c'est important de comprendre les perceptions de ces deux groupes-là, puis qu'est-ce qui se rejoint, puis ce qui se rejoint moins dans leur perception. Donc, pourquoi s'intéresser aux hommes âgés atteints d'un cancer incurable? Bien, premièrement, parce qu'ils sont vraiment nombreux. Les personnes âgées sont nombreuses, évidemment, vous le savez, parmi la population qui est atteinte d'un cancer incurable. Les hommes sont aussi très nombreux parmi cette population-là. Mais ce que beaucoup d'intervenants nous ont dit, c'est que malgré le fait que ces hommes sont nombreux, ils sont très peu à consulter pour des souffrances psychologiques ou à les aborder avec les intervenants, que ce soit des soignants ou des intervenants psychosociaux. Puis pourtant, ils perçoivent bien qui vivent des souffrances, mais se sentent souvent peu outillés pour savoir comment est-ce qu'on peut soutenir cette population-là qu'on voit dans nos services, mais qui vient peu nous parler de leurs souffrances. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu mieux comprendre quelle était leur perspective, puis celle des soignants. Puis on va le faire ici vraiment dans une perspective interdisciplinaire, mais qui est très ancrée aussi dans les approches existentielles, comme vous allez le voir.
Donc, je vous présente très rapidement vraiment des tout petits éclats de notre cadre théorique simplement pour qu'on ait un peu un langage commun. Puis, il faut que vous sachiez un peu de quoi on parle. Puis, je vais y revenir un tout petit peu à la fin de la présentation. Donc, premièrement, nous, on a choisi de s'ancrer dans une conception philosophique de la souffrance, qui est celle du philosophe Paul Ricoeur, qui propose une distinction premièrement entre la douleur et la souffrance. La douleur étant plus réservée à ce qui peut être vécu en termes de symptômes au niveau du corps, etc. Puis la souffrance, évidemment, les deux expériences peuvent se rejoindre, mais cette distinction-là théorique a pu nous aider quand même à aborder plutôt la souffrance que la douleur avec cette population-là. Donc, je résume très rapidement. La souffrance serait la prise de conscience d'une limitation de soi vis-à-vis soi-même ou vis-à-vis d'autrui. L'état douloureux d'une conscience réalisant que ce qu'elle vit, l'état dans lequel elle se trouve, provoque vraiment une limitation de son soi et l'impuissance. Donc, on voit vraiment qu'il y a cette idée-là de vivre de l'impuissance quand on vit une expérience de souffrance. On va y revenir aussi tout à l'heure. Un autre petit éclat de notre cadre théorique, puis vous allez voir encore une fois que c'est hautement inspiré des approches existentielles, c'est qu'on pense ici le corps vraiment dans une perspective plus existentielle ou phénoménologique. Historiquement, on a été longtemps dans un dualisme où on a séparé le corps corpère, le corps chair, anatomique, physiologique, corps-objet, etc., du corps vécu, le corps propre, le corps sensible, l'intime, etc. Puis évidemment, en phénoménologie puis en philosophie, on va me dire que l'expérience de notre corps est unifiée, on vit les deux. Mais on voit qu'encore dans le monde médical, on se penche beaucoup sur le corps corpère, puis beaucoup moins sur le corps vécu, le corps libre. Puis c'est vraiment celui-ci qui nous intéresse dans le cadre de notre recherche, même si évidemment on sait que c'est une expérience unifiée. C'est-à-dire qu'on voulait que ces hommes-là aussi nous parlent de leur expérience, de leur corps, mais pas uniquement en termes de symptômes, mais en termes plus intimes aussi de comment est-ce qu'ils le vivent, leur corps, qui se transforme avec la maladie. Donc, on a voulu faire, évidemment, pour commencer, une toute petite recension des écrits pour voir qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui pourrait nous donner des pistes, des souffrances que pourraient vivre les hommes âgés atteints d'un cancer incurable. Bon, le premier constat qu'on a fait, c'est qu'il n'y avait pas de recherche, puis il n'y en a pas à notre connaissance, qui portait précisément sur les souffrances d'hommes âgés atteints d'un cancer incurable. Donc, on est allé voir du côté des recherches qui se faisaient plus sur les souffrances des hommes âgés, puis ensuite sur les souffrances des personnes atteintes, des hommes atteints d'une maladie à issue fatale. Puis ensuite, c'est nous qui croisons un peu les deux réalités. Donc, très rapidement, au niveau du vieillissement, c'est intéressant de voir qu'on est dans un contexte social où, bon, évidemment, malheureusement, il y a beaucoup d'agisme, beaucoup de discrimination, de représentation très négative du vieillissement. Mais on est aussi dans un contexte social où les représentations de la masculinité qui ont été intégrées par beaucoup d'hommes âgés sont souvent assez limitées. On en voit encore ce qui est très populaire puis qui est appelé l'hégémonie masculine, où les images valorisées de la masculinité sont souvent un peu stéréotypées, mais pour beaucoup d'hommes, être un homme, c'est être une personne qui a de la force physique, qui manifeste peu ses émotions ou qui est en contrôle de ses émotions, voire qui domine les femmes, etc., mais qui est donc une image de la masculinité qui, lorsqu'on avance en âge, est souvent ébranlée. Donc, les recherches démontrent qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont sentir que le vieillissement peut porter atteinte à leur représentation de ce qu'ils sont comme hommes s'ils se sont associés à des images de la masculinité qui sont celles de force physique, etc., qui peut évidemment être appelée à se transformer en vieillissant. Au niveau des maladies à issue fatale, on va voir aussi qu'elles amènent souvent des expériences d'impuissance, de dépendance, aussi de perte de porte physique. Puis qu'encore une fois, ça aussi, c'est une réalité qui est vraiment loin des images qui sont valorisées de la masculinité, donc qui peut être une source de souffrance chez les hommes qui sont atteints d'un cancer incurable. Donc, puisqu'il n'y avait aucune recherche qui croisait ces deux réalités-là de vieillir et être atteint d'une maladie incurable lorsqu'on est un homme, on a voulu aller vraiment voir comment c'était vécu, comment la souffrance a été vécue par ces hommes-là. Donc, rapidement, parce que je sais que j'ai pas énormément de temps, on a fait deux recherches, donc en deux temps. Dans un premier temps, on a fait ces deux recherches qualitatives. On a fait une première recherche qualitative dans le cadre de laquelle on a fait des focus group auprès d'intervenants qui travaillent avec des hommes âgés atteints d'un cancer incurable. Puis, dans un deuxième temps, on a fait une recherche auprès d'hommes âgés atteints d'un cancer incurable pour que les deux nous racontent qu'est-ce que sont les souffrances que vivent ces hommes-là, premièrement, puis comment est-ce qu'on pourrait
les soulager. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est vraiment un croisement de ces deux recherches-là, puis certains morceaux de ce qui est ressorti de ces recherches-là qui, à notre avis, pourraient être intéressants, puis vous donner aussi des pistes d'intervention si vous travaillez avec ces hommes-là. Alors, très rapidement, je vous présente les données sociodémographiques de nos intervenants. Je vais passer rapidement. On voit que c'est majoritairement des femmes, ce qui est assez représentatif des réalités du terrain. On avait, comme vous pouvez le voir, des personnes qui exerçaient différentes professions. Au niveau du recrutement des hommes âgés atteints d'un cancer incurable, on a quand même eu différents défis de recrutement. Vous pouvez voir qu'en lien avec nos défis de recrutement, on a principalement recruté des hommes qui étaient en soins palliatifs à domicile. Donc, c'est sûr que c'est une particularité de notre recherche. Il y aurait probablement d'autres choses qui sortiraient dans d'autres contextes. Mais on a quand même une variabilité au niveau de l'âge, des types de cancers, etc., dont étaient atteints ces hommes. Alors, au niveau des résultats, bien, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on va voir vraiment en deux gros pans qu'est-ce qui se rejoint, qu'est-ce qui se distingue dans la perspective des intervenants puis des hommes âgés atteints d'un cancer incurable. Au niveau des transformations corporelles, puis au niveau des transformations qui s'opèrent au niveau du monde matériel, puis comment ça se lie aux souffrances de ces hommes-là, puis à différents enjeux identitaires. Donc, premièrement, si on regarde du côté des souffrances qui sont vécues en lien avec l'expérience du corps vécu chez les hommes âgés atteints d'un cancer incurable, mais premièrement, ils ont fait état de différentes formes de souffrances qu'ils vivaient, plutôt psychiques, qui étaient vraiment liées à des transformations qu'ils vivaient au niveau de leur corps. Notamment, les pertes physiques ont été quelque chose qui est ressorti beaucoup dans les discours comme étant quelque chose qui peut être souffrant à vivre, notamment en lien avec les pertes de rôle que ces pertes-là peuvent amener. Donc, vous avez le premier extrait ici. Vous pouvez voir Ben qui dit, puis pardonnez-moi pour mon anglais, I can't do the lawn. I can't physically do the lawn. That annoys me, but there it is, because I have my way to moving the lawn, you see. Donc, on voit ici une perte vraiment fonctionnelle qui atteint cet homme-là. Puis là, c'est vraiment un tout petit extrait de quelque chose de plus long qu'il nous raconte, mais qui a des ramifications identitaires pour cet homme-là. Dans un même ordre d'idée, Joseph nous dit je suis pas fonctionnel. Je suis pas quelqu'un, j'ai vu des gens qui ont le cancer, mais qui continuent de fonctionner, mais pas moi. Donc, on voit ici aussi qu'il y a quelque chose au niveau identitaire qui se joue chez ces hommes-là. C'est intéressant de voir que les pertes physiques sont différenciées, puis les manières de vivre sont tout aussi différenciées. Donc, il y a des fois, pour certaines personnes, des pertes avec lesquelles c'est assez possible ou facile de cohabiter. Puis surtout, lorsqu'il y a une part de leur identité qui peut rester solide malgré les écueils de la maladie, ça va faire de ces pertes-là quelque chose de moins souffrant à vivre. Des fois, c'est considéré comme quelque chose d'inévitable avec laquelle ils n'ont pas le choix de composer. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment un processus plus complexe de réalisation, de consentement, de dénouement, donc d'arriver à intégrer ces pertes-là physiques qu'ils vont vivre. Si on va voir du côté de la perspective des intervenants, donc eux aussi nous ont parlé du fait qu'ils percevaient qu'il y avait des souffrances que vivaient ces hommes-là qui étaient liées à leur expérience plus intime de leur corps. Ils nous ont parlé notamment de la question de l'intimité. Comment le fait de devoir, dans certains contextes, notamment de soins, dévoiler des parties de son corps, c'était quelque chose qui en soi pouvait être souffrant sans être douloureux. Ça pouvait être quelque chose qui venait faire appel à des questions en lien avec l'intimité. Puis des fois, ça signifiait dévoiler des parts de son histoire, puis être source de souffrance. Puis ici, on a eu un exemple particulièrement puissant de ça que je vais vous résumer très rapidement, mais d'un homme qui a dû se dénuder partiellement dans le cadre d'un soin, qui est un survivant d'Auschwitz, qui avait un tatouage qui témoignait du fait qu'il était survivant d'Auschwitz, mais qui ne l'avait pas dit à ses proches ni aux soignants. Donc, le fait de devoir se dénuder le forçait à dévoiler tout un pan de son identité qu'il avait précisément choisi de ne pas aborder. Donc, pour lui, ça a été une source de souffrance très, très grande. Évidemment, ça, c'est un cas quand même assez extrême qui n'arrive pas tous les jours, mais je pense qu'être sensible à tous les enjeux identitaires qui peuvent se cacher derrière le fait de devoir dévoiler certaines parties de son corps, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça peut amener des souffrances très importantes. On voit aussi que les intervenants nous parlent du fait que les pertes physiques peuvent être souffrantes à vivre aussi parce qu'elles ont toutes sortes de ramifications, puis notamment même existentielles, comme on le voit ici, avec une intervenante qui nous disait, je voulais juste rajouter qu'avec la perte de fonctionnement physique, avec la maladie qui avance, je vois aussi une perte de sens à la vie.
Donc, il peut vraiment y avoir sous les dessous d'une perte physique, il y a plusieurs ramifications existentielles, plusieurs choses qui se jouent aussi à différents niveaux qui sont reliées à des souffrances plus psychiques. Si on va voir maintenant du côté du monde matériel, donc une autre partie de nos résultats que j'ai trouvé fort intéressante, puis je pense que les autres aussi, j'espère, ont trouvé intéressante, c'est aussi le rapport au monde matériel. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes nous ont parlé de ce qu'ils perdaient au niveau des objets. Dans certains cas, de souffrances en lien avec des pertes à venir au niveau des objets qui les entourent. Donc, comme par exemple Raymond qui nous dit un jour, c'est pensé que tu vas partir puis tu vas perdre tout ça. C'est ce que je me suis dit en regardant les photos. Donc, il y a des hommes qui nous ont parlé du fait qu'ils sont conscients qu'il y a des pertes matérielles qui s'en viennent, qui sont à venir, qui sont source de souffrance pour eux. Donc, on est plus dans quelque chose de l'ordre de l'anticipation. D'autres nous ont parlé aussi de pertes matérielles qui vivent actuellement, qui sont souffrantes à vivre, comme on peut le voir avec Alain qui dit, il y a comme une gestion, j'appelle ça gérer un processus d'abandon. Il faut abandonner tout. Pas tenir au travail, pas tenir à l'auto, pas tenir à l'argent, parce qu'on sait qu'on s'en va vers la mort, la dissolution, on va disparaître. Donc, les hommes nous ont parlé de pertes au niveau matériel, à venir ou actuel, mais aussi parlé d'ajouts au niveau matériel. Puis on va y revenir parce que c'est revenu aussi beaucoup chez les intervenants. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand il y avait des objets qui s'ajoutaient à leur vie quotidienne ou à leur monde, ça avait des fois des liens avec leur identité, puis ça peut engendrer des souffrances importantes. Comme par exemple, ici, on a Normand qui dit The doctors and most of the workers want me to use a cane or a walker, and I refuse it. I'm really struggling, and I don't like pity from people, but I don't like people who stare at me, you know. Donc, le fait d'introduire certaines formes d'équipement, même si, encore une fois, c'est destiné à soulager des souffrances ou faciliter certaines choses, dans l'imaginaire de certains hommes, c'est très fort, puis c'est quelque chose qui va être plutôt source de souffrance. Donc, les intervenants nous ont aussi parlé de cette idée-là d'ajout d'objets puis d'objets symboliques. Puis ça nous ramène à l'exemple de cas que je vous ai présenté au tout début de Maurice, donc l'exemple du lit d'hôpital, qui évidemment est un exemple symbolique très fort, où on voit ici, puis il y a des petits caractères étranges, mais Laurie qui raconte donc au sujet de cet exemple de cas-là que je vous ai résumé, elle dit, je trouve que le lit d'hôpital, c'est l'ultime représentation de je suis, de je vais mourir. On essaie de retarder ça le plus longtemps possible parce que je pense que peut-être qu'ils se disent, si je vois cette chose, c'est mon lit de mort. Donc, j'ai beaucoup de résistance ou de pas maintenant, pas maintenant. Donc, quand elle essaie d'introduire ou d'amener l'idée que ce type d'objet-là pourrait être quelque chose qui puisse être aidant. Dans un même ordre d'idée, Maryse va dire, moi, il y a plusieurs clients, même surtout les hommes, qui refusent carrément ma référence. Ils refusent carrément que j'aille les voir. Ils auraient besoin de tout, d'équipement, d'un lit électrique. Sa femme, elle a de la misère, elle en peut plus, mais à cause qu'ils sont dans la frustration, dans toutes sortes d'émotions ou un refus du diagnostic, ben c'est juste un refus. Donc, on voit ici qu'il y a certains objets, que ce soit des équipements de soins, comme là, on peut en voir plusieurs exemples ici, mais il y a d'autres objets qui sont vraiment le signe de perte physique, de la gravité de la maladie aussi, qui sont évidemment destinés à soulager ces hommes-là, mais qui, en fait, peuvent augmenter leur souffrance. Donc, ça peut être vraiment important aussi d'en être très conscient lorsque ces objets-là apparaissent ou sont introduits ou proposés dans la vie des hommes âgés atteints d'un cancer incurable. Donc, à la lumière de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir auprès de ces hommes âgés atteints d'un cancer incurable? Donc, je pense qu'il y a des pistes d'intervention qui sont quand même, on n'a pas tous besoin d'être psychologue ou d'être spécialiste pour pouvoir vraiment adapter nos pratiques de manière assez simple à la lumière de ce genre d'informations-là. Donc, premièrement, au niveau de la corporéité, bien évidemment, s'intéresser au corps de manière plus holistique plutôt que s'axer sur le corps corpère et évidemment quelque chose qui peut beaucoup aider. Puis je sais bien qu'en soins palliatifs, c'est quelque chose de très connu puis de bien intégré, mais je pense que c'est vraiment important de se le rappeler aussi régulièrement, de jamais oublier cette dimension-là, puis qu'il peut y avoir des souffrances autres que la douleur en lien avec vraiment l'expérience d'un corps qui se transforme, qui vieillit, qui est malade. L'importance aussi du respect de l'intimité, de voir quand il va y avoir des bris au niveau de l'identité ou il y aura des gestes ou des soins qui seront posés. Qu'est-ce que ça signifie pour ces hommes-là? C'est quoi la symbolique de ces gestes-là? Est-ce que ça peut se relier à des souffrances, à des parts de leur histoire, etc.? Puis aller très délicatement aussi à ce niveau-là pour éviter évidemment d'accroître les souffrances.
Être sensible aussi aux liens entre les représentations de la masculinité qui sont intégrées par les hommes âgés atteints d'un cancer incurable, puis leur interprétation des transformations physiques vécues. Ça se peut que d'un point de vue extérieur, on ait l'impression qu'une transformation physique est pas si grave, mais si pour le monsieur, ça l'empêche de tondre le gazon, puis pour lui, c'était super important, ça se peut que pour lui, ça soit quelque chose de vraiment important puis signifiant. Donc, voir c'est au niveau identitaire, comment il se définit, comment il voit la masculinité, qu'est-ce qui est intégré comme image de la masculinité, parce que s'il y a des atteintes à ce niveau-là, ben ça se pourrait que ça soit pour lui quelque chose de très souffrant à vivre, même si c'est un point de vue extérieur, ça peut nous sembler être une perte physique qui peut sembler moins importante. Être sensible aussi, donc évidemment, justement, comme je le disais, à toutes les ramifications identitaires des transformations physiques, que ça soit au niveau de leur histoire, au niveau des rôles qu'ils peuvent jouer ou qu'ils ne peuvent plus jouer. Donc, juste se questionner un petit peu sur ce qu'il y a là-dessous, ça peut nous aider à être plus sensibles aux souffrances qu'ils peuvent être en train de vivre. Au niveau du monde matériel aussi, ça peut être vraiment intéressant puis important d'explorer la symbolique des objets dans l'imaginaire des hommes âgés atteints d'un cancer incurable. À la fois les objets qui sont perdus, qui leur sont retirés, que ce soit la voiture, etc., ou des objets qui s'ajoutent, comme on l'a vu notamment, puis les intervenants en sont très conscients. Donc, voir qu'est-ce que ça symbolise pour lui, qu'est-ce que ça veut dire cet objet-là, c'est quoi la rêverie qui entoure cet objet-là pour lui, ou des fois c'est dans leur histoire, ils ont connu quelqu'un qui utilisait tel objet, puis ça leur rappelle des souvenirs forts. Donc, explorer ça, ça peut nous aider à comprendre leur réaction aussi par rapport au fait qu'on essaie d'introduire certains objets qui peuvent, d'un point de vue extérieur, sembler assez anodins ou être juste un objet qui, à notre avis, pourrait les aider. Être sensible, encore une fois, à quoi ça peut faire écho au niveau identitaire, encore une fois au niveau de leur représentation de la masculinité, etc. Puis on a beaucoup d'intervenants qui nous ont parlé du fait qu'ils développent des stratégies pour voir, ben, quand il y a un objet que vraiment ça serait aidant, à notre avis, ou au niveau médical, ça serait vraiment recommandé que la personne y ait accès. Ben, il y a toutes sortes de manières de l'introduire, que ça soit de manière graduelle ou en mettant l'accent vraiment sur qu'est-ce qu'on peut préserver dans votre identité, même si on amène cet objet-là. C'est des manières de le faire qui sont plus délicates, qui peuvent respecter les protocoles médicaux, mais qui permettent d'éviter d'accroître trop les souffrances ou explorer aussi les impacts que ça peut avoir sur les proches. Donc, finalement, en conclusion, ben, j'espère qu'on a réussi à vous convaincre. Je dis on parce qu'on a vraiment une belle équipe, mais à vous intéresser plus aux souffrances des hommes âgés atteints d'un cancer incurable. Je pense que c'est important de mieux comprendre quelles sont les souffrances qu'ils vivent, même s'ils les expriment pas toujours de la même manière que les femmes. Ils vont aller peut-être moins chercher des fois le soutien par rapport aux souffrances psychiques qu'ils peuvent vivre. À mon avis, c'est vraiment tout aussi important de s'y intéresser, bien évidemment, que chez n'importe quelle autre population. Aussi, évidemment, ben, s'ouvrir à différentes représentations des masculinités, réfléchir à nos propres images de qu'est-ce que c'est que la masculinité, qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Puis il y a beaucoup d'écrits qui sont sur le fait qu'on devrait parler des masculinités et non pas de la masculinité. Puis vraiment avoir des modèles beaucoup plus flexibles, ouverts de qu'est-ce que ça peut être un homme pour que ça inclue des réalités de quand on est un homme malade, quand on est un homme en fin de vie, on est un homme âgé, etc. On reste un homme, mais avoir vraiment faire la promotion évidemment de modèles beaucoup plus ouverts puis diversifiés. Puis voir aussi comment est-ce qu'on peut aider ces hommes-là à intégrer les transformations qui s'opèrent au niveau identitaire quand ils sont âgés et atteints d'une maladie incurable. Qu'est-ce qui peut être protégé au niveau identitaire, même s'il y a plein de choses qui se transforment. Donc, il y a plusieurs pistes à ce niveau-là. Puis on pense aussi bien que c'est important de développer vraiment notre sensibilité aux dimensions existentielles de la souffrance, de réfléchir à comment est-ce qu'elle peut être vécue dans le corps, en lien avec le monde matériel, de réfléchir aux ramifications identitaires de plein de choses de la vie quotidienne qui peuvent sembler anodines, mais qui peuvent nous en dire beaucoup sur les souffrances, puis nous donner plein de pistes pour savoir comment mieux les soutenir. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On a 2 articles qui sont parus qui présentent des petits bouts de chacune de ces 2 recherches-là, si jamais ça vous intéresse. Puis on en a un autre qui a été soumis, donc qui va probablement paraître aussi dans quelques mois. Donc, je vous remercie beaucoup.